Bonjour, on va compléter aujourd'hui la section 4.3 et en même temps le chapitre 4 en parlant des diagrammes énergétiques. Donc, on a déjà introduit là, à la section précédente les diagrammes énergétiques pour les réactions endo- et exothermiques. Donc, on va ajouter un élément à ces diagrammes-là, un élément qu'on va appeler le complexe activé. Donc, comme on l'a déjà fait, comme c'est souligné ici, on peut représenter le bilan énergétique qu'on a fait là à la section précédente à l'aide d'un diagramme d'enthalpie. Donc, si on reprend la même réaction de synthèse de l'eau, bien, on a calculé à l'aide du bilan énergétique que lorsqu'on prend nos réactifs et qu'on veut briser l'ensemble des liens, ben, on doit fournir une certaine quantité d'énergie. Et on a calculé là, à la page 181 que cette énergie-là qu'on doit fournir, c'est 1368 kJ. Donc, c'était la somme là, de l'énergie que ça prend pour briser les liens H2 et les liens O2. Donc, cette énergie-là, on va l'appeler l'énergie d'activation. Donc, c'est la quantité d'énergie qu'on doit fournir pour briser les liens et permettre que la réaction se produise. Hein. Comme on l'a dit, c'est pas parce qu'une réaction est exothermique, par exemple, qu'elle va nécessairement fonctionner juste en mettant les réactifs en présence. Donc, ça prend une certaine quantité d'énergie pour activer la réaction, pour la démarrer, si on veut. Donc, pour faire notre diagramme, ben, on a, comme on a déjà expliqué précédemment, placé les réactifs à un niveau d'enthalpie correspondant à 0. Donc, comme on ne peut pas le déterminer, l'énergie interne de façon précise, bien, on y va en les plaçant à 0. De toute façon, ce qui nous intéresse, là, je vous rappelle, c'est toujours la différence d'un point à un autre. On place ensuite le complexe activé, c'est-à-dire l'endroit où les molécules sont des atomes libres, où on a brisé les liens, à un niveau d'énergie, donc un niveau d'enthalpie qui correspond à l'énergie nécessaire pour briser les liens. Donc 1368 kJ dans ce cas-ci. Et finalement, on vient placer les produits ici, dans ce cas-ci de l'eau, à un niveau d'énergie qui correspond là à la variation d'enthalpie. Donc, on avait calculé que si on fait 1368 plus l'énergie dégagée par la formation des nouveaux liens, donc l'énergie dégagée, elle est ici. Donc, on l'avait calculé là, à la page précédente. On avait déterminé que cette énergie-là, c'était moins 1856 kJ. Et donc, ça me donnait là au total, donc moins 1856, ça me donnait au total moins 488 kJ, donc qui correspond à l'enthalpie des produits. Donc, on pourrait identifier par H majuscule P. Dans ce graphique-là, la différence ici entre les réactifs et les produits, ben, ça correspond à ma variation d'enthalpie qui est inscrite là, dans mon équation thermique. Donc, mon diagramme énergétique d'une transformation, ben, ça représente mes différents niveaux d'énergie. Donc, il y en a 3 niveaux d'énergie. Le premier, c'est l'enthalpie des réactifs, qu'on place toujours à 0 par défaut. Le deuxième niveau d'énergie, c'est le complexe activé, qui correspond à l'énergie qu'on doit fournir pour briser les liens qui unissent les atomes. Et le troisième niveau d'énergie, ben, c'est l'enthalpie des réactifs qu'on va placer là, selon la variation d'enthalpie qu'on a pu calculer. Donc, on vous dit ici les substances intermédiaires entre les réactifs et les produits. C'est ce qu'on appelle le complexe activé. C'est un niveau d'énergie qui est très élevé, mais qui est d'une courte durée de vie. Donc, il va exister en une seule fraction
pendant une seule fraction de seconde. Et c'est là qu'il y a le maximum d'enthalpie, le maximum d'énergie interne. Et on le symbole toujours par un H pour enthalpie et Ca pour complexe activé. On va surligner ça également. Donc, l'énergie qu'on doit fournir pour former le complexe activé, on parle à ce moment-là d'énergie d'activation. Donc, cette énergie-là, on la symbolise par E majuscule avec un A minuscule. Donc, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir pour amorcer la réaction, pour briser les liens entre les molécules, pour qu'ils puissent former de nouveaux liens. Donc, vous voyez ici, on parle vraiment d'une réaction, d'un changement chimique parce qu'on doit fournir de l'énergie pour briser des liens et il va s'en former de nouveau. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez là, utiliser cette formule-là pour calculer l'énergie d'activation. Mais en fait, comme souvent l'enthalpie des réactifs, on la place à 0, ben, ça donne que l'énergie d'activation, c'est l'enthalpie du complexe activé. Donc, la formule va être utile là, seulement si l'enthalpie des réactifs n'est pas égale à 0. Donc, il faut aussi, en plus d'être capable de tracer des diagrammes énergétiques, il faut être capable de les interpréter. Donc, il y a des éléments là, qui sont constants dans les diagrammes énergétiques. Le premier, c'est que la flèche qui représente l'énergie d'activation, elle va toujours, et là, toujours pointer vers le haut. Donc, c'est toujours vrai. Il faut toujours donner de l'énergie pour activer une réaction parce que l'énergie d'activation correspond à l'énergie nécessaire pour briser les liens. Donc, c'est certain qu'il faut fournir de l'énergie pour briser des liens chimiques. Il y a une flèche qui peut pointer soit vers le haut ou soit vers le bas. C'est celle qui représente la variation d'enthalpie, là, le delta H. Donc, cette flèche-là, ben, elle peut pointer vers le bas si j'ai une réaction exothermique, donc un delta H négatif. Et elle peut aussi pointer vers le haut dans le cas d'un delta H positif lorsqu'on a une réaction endothermique. Donc, ça va donner des courbes typiques pour chacun de ces graphiques-là. Donc, les courbes en question sont particulièrement importantes. Là, je vous invite à mettre des étoiles ici. Donc, c'est toujours le même type de graphique qu'on va obtenir. Donc, pour une réaction endothermique, donc lorsque l'énergie est placée à gauche du côté des réactifs, qu'il faut fournir de l'énergie pour que les réactions fonctionnent, par exemple, comme le cas de la photosynthèse, hein, ça prend nécessairement l'énergie du soleil pour que ça se déroule. Ben, on va toujours avoir cette forme-là, c'est-à-dire nos réactifs, l'enthalpie, leur énergie interne placée à 0, une certaine énergie d'activation pour atteindre l'enthalpie du complexe activé, donc énergie d'activation toujours vers le haut, toujours positive, et finalement, on a un dégagement d'énergie par la formation de nouveaux liens, mais on ne revient pas au niveau où on était au plus bas, on arrête à une enthalpie plus élevée, hein, parce que c'est une réaction qui absorbe de l'énergie. Donc, l'énergie interne, l'enthalpie de mes produits, au final, est plus élevée que l'enthalpie qu'il y avait dans mes réactifs. Donc, ça, c'est la courbe typique pour une réaction endothermique. Pour une réaction exothermique, on va plutôt avoir ce type de courbe-là. Toujours les réactifs placés à 0. Une certaine quantité d'énergie qu'il faut fournir pour briser les liens, donc atteindre l'enthalpie du complexe activé, donc hein, l'énergie d'activation. Et finalement, on dégage plus d'énergie qu'on en a absorbé en formant de nouveaux liens. Donc, il y a une quantité d'énergie qui va être dégagée dans le milieu environnant et on a un delta H, une variation d'enthalpie négative. La flèche pointe vers le bas. Et on aurait ici là, nos produits avec une enthalpie des produits là, qui, dans ce cas-ci, serait négative.
Donc, toujours 3 niveaux d'énergie, les réactifs à 0, le sommet de la courbe qui correspond à l'enthalpie du complexe activé, et finalement les produits qui se retrouvent soit avec une enthalpie supérieure au réactif pour une réaction endothermique, ou soit à une enthalpie inférieure à 0 lorsqu'on a une réaction exothermique. Donc, très important, là, ces deux courbes-là typiques. Donc, en plus de ça, ben, on a certaines réactions qui sont réversibles. Donc, c'est le cas, par exemple, de la décomposition de l'eau et la synthèse. Donc, deux réactions qui sont l'inverse l'une de l'autre. Donc, si j'ai 2 moles d'eau et que je fournis 488 kJ d'énergie, je vais obtenir de l'hydrogène et du dioxygène. Inversement, si j'ai les éléments de base, hydrogène et dioxygène, je vais former 2 moles d'eau en dégageant une certaine quantité d'énergie. Donc, à ce moment-là, ben, on a un diagramme énergétique qu'on peut lire dans les deux sens, soit en réaction directe ou inverse. Donc, c'est important. Ici, on a le diagramme énergétique de la synthèse de l'eau. Donc, la synthèse, c'est lorsque je lis de gauche à droite. Donc, énergie d'activation ici est en vert. J'atteins mon 1368 que j'avais calculé. Et énergie dégagée ici. Donc, ici, j'ai ma variation d'enthalpie au cours de la réaction là, qui était de moins 488. Si je vous parlais plutôt de la décomposition de l'eau, ben, il faudrait que je lise le diagramme à l'envers. Donc, la décomposition de l'eau, ben, ici, l'eau deviendrait mon réactif et j'aurai ici mes produits. Donc, à ce moment-là, mon énergie d'activation avec un I ici, c'est pour énergie d'activation de la réaction inverse. Donc, mes réactifs sont ici et je fournis tout ça d'énergie, c'est-à-dire 1368 plus 488 kJ pour activer la réaction. Et j'aurai mes produits ici, là, avec une variation d'enthalpie de plus 488 dans ce cas-ci. Donc, variation d'enthalpie I pour réaction inverse. Donc, c'est important, là, parfois les diagrammes énergétiques, on peut les lire de gauche à droite, de la façon conventionnelle, mais parfois on peut les regarder à l'inverse aussi, lorsque notre réaction est réversible. Donc, ça complète la section 4.3. Donc, vous pouvez maintenant compléter les exercices de cette section-là, ainsi que ceux de la synthèse.